messieurs, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le cloud dit de confiance est un marché qui reste en pleine expansion avec plusieurs solutions qu'on a vu arriver sur le marché français récemment pour répondre à une forte demande, que ce soit des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales, aussi de l'État. Il y a une demande de sécurisation des données, d'intimité numérique, mais aussi effectivement de souveraineté. Guillaume, je tourne vers vous d'abord. C'est un vaste sujet, la souveraineté, clairement. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu ce besoin, voire même cette urgence de développer un cloud dit de confiance ? La souveraineté, c'est un sujet sérieux. C'est toujours très prudent et je me permets quelques secondes de propos liminaires. C'est un sujet sérieux parce que voilà, quand on parle de souveraineté, on parle de souveraineté nationale. C'est un sujet qui dépasse complètement le cloud, qui dépasse complètement le numérique. Même si on va y revenir, ça y prend une place de plus en plus importante. La souveraineté nationale, c'est une des raisons d'être principales de l'État. Donc voilà, on touche à des choses qui sont extrêmement sérieuses, que moi je respecte énormément. L'autre précaution que je prends, c'est que ce terme de souveraineté, il n'y a pas de copyright dessus. Il y a d'ailleurs des hyperscalers qui se prétendent souverains alors que c'est totalement faux, mais on ne peut pas leur interdire parce que voilà, on n'a pas déposé la marque. Et c'est un terme qui parfois c'est un terme politique, au bon sens et au mauvais sens du terme. Et souveraineté, souverainisme, protectionnisme, enfin bref, la souveraineté parfois elle a bon dos pour habiller des choses dont on n'a pas envie de parler. Donc tout ça pour dire que c'est un sujet important et le constat que l'on fait aujourd'hui, il est assez évident. Le monde numérique, il a pris une place colossale. Pour les citoyens, pour nous tous, pour le développement de l'économie, pour le développement de l'État. Et le cloud, c'est une évidence que de le dire, mais ça devient évidemment le support, l'infrastructure qui porte tout ça. Si on construit notre économie, si on construit notre société sur un support que l'on n'est pas capable de maîtriser, au moins dans certains cas, eh bien, quelque part, on construit sur du sable. Et la prise de conscience depuis quelques années, c'est de se dire que dans le monde numérique, il y a des données, il y a des process qui sont plus sensibles que d'autres. Et pour ces données, pour ces process, il faut être capable de maîtriser. Donc je préfère parler de maîtrise, en fait, c'est un terme plus d'ingénieur, mais maîtriser la pile technologique, l'hébergement, les technologies, les personnes qui vont permettre de faire tourner ce socle. Et le cloud souverain, c'est le terme consacré, mais c'est évidemment un raccourci, vous l'aurez compris. Le cloud souverain, il est là pour apporter des solutions sur lesquelles on va pouvoir construire de manière solide, durable, notamment pour ces sujets très sérieux. Merci. Alors, Henri, comment est-ce qu'on en est arrivé là, à cette perte de souveraineté, et à quel défi est-ce qu'on est confronté aujourd'hui ? Oui, nos pertes de souveraineté pour l'Europe, pour la France bien entendu, mais pour l'Europe, est le fruit de 30 ans de pusillanimité, de paresse intellectuelle, de manque de vision, et d'acceptation d'une forme de servitude vis-à-vis des technologies développées, produites sur d'autres continents. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est tout à fait... enfin, qui n'est pas durable, en tous les cas, d'un point de vue tant économique qu'en termes de liberté, hein, pour notre continent. En 2017... Les hyperscalers américains, hein, Microsoft, Google Cloud, AWS, représentaient 60% du marché. Et les offres européennes représentaient à peu près 20% du marché. Aujourd'hui, on est à plus de 70% du marché qui est mobilisé par les 3 hyperscalers américains que j'ai cités. Et les offres françaises, nationales, européennes, ne représentent qu'à peine 10%. Tout ça, chacun ayant connu des croissances à 2 chiffres, quasiment. Et donc, si on continue sur cette tendance, nous allons nous retrouver dans une situation où nous aurons de réelles pertes de souveraineté, mais c'est vrai dans d'autres domaines, c'est vrai dans la défense et ainsi de suite. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'a dit Guillaume. Moi, j'irais un
petit peu plus loin d'ailleurs en matière sur la définition de la souveraineté, parce que la souveraineté est un attribut des États. D'ailleurs, j'appelle votre attention sur un rapport qui est paru, je crois, la semaine dernière ou début de semaine, la semaine dernière, publié par le Conseil d'État et qui fait un vrai travail de fond pour réexpliquer ce que c'est que la souveraineté. Et c'est un travail tout à fait utile, et notamment il parle de cette utilisation substantivée de la souveraineté numérique, la souveraineté ceci, la souveraineté alimentaire. Et donc, ils font un décortiquage. Ce qui est vrai, c'est que le SIGREF représente les grands utilisateurs, les grands comptes, les grandes entreprises, les grandes administrations publiques. Un utilisateur, il n'exprime jamais son besoin en termes de solutions cloud en disant « je veux une solution souveraine ». Ce n'est pas vrai. Ils expriment des besoins de confiance, et en matière technologique, la confiance, on sait l'objectiver, et c'est dans ces termes-là qu'ils expriment leurs besoins, et non pas en termes de souveraineté. C'est pour ça qu'il faut réserver, je crois, être prudent sur l'utilisation de ce terme. Guillaume le sait, puisque SecNumCloud a été effectivement l'expression d'une politique publique de souveraineté tout à fait essentielle, mais donc ça reste un attribut des États. En tous les cas, pour le SIGREF, c'est comme ça que nous l'utilisons. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les attentes peut-être des entreprises, mais aussi des acteurs publics en termes de protection des données sensibles, Guillaume ? Il y a des attentes réglementaires déjà, il y a des données où voilà, la loi fixe des règles et dit tel type de données doit être protégé. Et il n'y a pas que le secret défense, c'est bien plus vaste que ça. Et puis au-delà de ça, je pense que donc ça intéresse évidemment les administrations, ça intéresse les entreprises qui sont amenées à manipuler ces données. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui du fait que voilà, toutes les données n'ont pas le même niveau de sensibilité et que dans une logique hybride, c'est le terme consacré, mais voilà, où on peut s'autoriser quelque part à avoir différentes solutions, et il faut s'autoriser à avoir différentes solutions pour faire tourner ces offres numériques, ces solutions numériques, eh bien, pour des données particulièrement sensibles, pour des process particulièrement sensibles, eh bien, tous les clouds, toutes les infrastructures ne se valent pas. Et aujourd'hui, l'important, c'est d'être capable de se mettre en position pour bien gérer les données. Je prends juste un exemple pour ne pas être trop théorique. Les données de santé que l'on cite souvent, les données de santé, on sait la valeur qu'elles ont, on sait à quel point il faut être capable de les protéger, à quel point c'est lié à l'intime, il faut les protéger. Les données scolaires, on y travaille au sein de Docapos, puisqu'on a la chance de faire Pronote, pour ceux qui connaissent, une petite pensée pour eux. Et Pronote, les données qu'il y a dans Pronote, quand vous y réfléchissez, c'est extrêmement intime. Pour vos enfants, pour vous, pour des choses qui doivent rester impérativement protégées. Raison pour laquelle Pronote a été qualifié SecNumCloud. C'est un très gros effort qui a été mené. Là, je me retrouve à prendre le retour de bâton quelque part. Mais on estime que c'est important de faire cet effort-là. Et donc, il y a comme ça plein d'exemples de données de nous-mêmes, quand bien même la réglementation française ou européenne ne nous y imposerait pas, il faut être capable de s'assurer cette maîtrise. Et je suis même persuadé, pour être un petit peu cynique, que d'un point de vue business, ça aura de plus en plus de valeur. Henri, sur cette question. Oui. Ce que l'on observe, c'est que, et c'est vrai chez quasiment tous les adhérents du SIGREF, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, les données sensibles et stratégiques est un sujet qui est en forte croissance, et il y a une vraie prise de conscience des risques qui peuvent peser sur ces données. Et je vais être un peu cash. Pour les adhérents du SIGREF, le problème, ce n'est pas tellement les données personnelles. Bien sûr, les données personnelles, il faut les protéger. Bien sûr, c'est important. Mais c'est d'abord un sujet d'éthique, voyez, alors que un sujet purement économique, purement business, ce sont toutes ces données sensibles et stratégiques dans les entreprises qui ont un caractère non personnel, que ce soit des données financières, des données de prospection commerciale, des données de stratégie commerciale, des données de R&D, des données qui portent de la propriété intellectuelle, toutes ces données qui aujourd'hui, en Europe, sont laissées dans un vide juridique total en matière de protection. Alors,
Peut-être que ça va changer avec le Data Act, avec la loi Sren en France. On essaye progressivement de renforcer les dispositions. Mais à la vérité, personne n'en veut. Et ce qui se passe en Europe, hein, à part les Français, un peu les Italiens, peut-être les Espagnols, ça dépend comment le vent tourne. Mais aujourd'hui, on le voit de manière très cruelle avec les palinodies autour de l'adoption du référentiel de certification des services cloud européens, hein, le fameux EUCS, sur lesquels, et je pourrais en parler des heures pour vous raconter toute l'histoire, mais je ne vais pas le faire parce que sinon je vais me faire engueuler. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le niveau I+, qui embarquait des garanties contre les lois non européennes à portée extraterritoriale, a été sorti de cette EUCS entre l'automne 2023 et la nouvelle version qui est sortie, je crois, en février ou en mars 2024. À ce titre-là, j'appelle votre attention sur une note, un avis qui reprend tous ces sujets-là de manière précise, qui a été publié par la Commission supérieure du numérique et des postes, la CSNP. Vous pouvez aller chercher sur son site et vous trouverez cet avis qui a été publié le 3 septembre. Je voulais juste ajouter, Henri, que il y a deux choses. La première, c'est que si les entreprises sont sensibilisées aux données sensibles d'un point de vue business, c'est qu'ils ont bien conscience que l'intelligence économique est réelle et sérieuse vis-à-vis d'autres États, et donc ils ont besoin de se protéger vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est quand même un point fondamental. Et le deuxième, c'est que évidemment que ce qui est poussé par les Américains, enfin notamment les Américains, vis-à-vis de la Commission européenne, c'est d'expliquer qu'en aucun cas on ne pourra les rattraper et que évidemment c'est le ou qui est poussé vis-à-vis du et. Et c'est-à-dire que je pense que j'insiste et nous insistons beaucoup sur le et pour dire que évidemment il y a une voie d'hybridation qui est absolument nécessaire et qu'il faut bien réexpliquer et que le débat du ou ne peut pas avoir lieu. Sur ce plan-là, il y a vraiment... Il faut dénoncer une confusion délétère qui est entretenue de manière permanente tant par les hyperscalers américains, l'administration américaine, mais également de nombreux acteurs en Europe et notamment beaucoup d'États membres. C'est cette différence, cette confusion qui est entretenue entre les accès illégaux criminels qui sont le fait d'organisations criminelles, que ce soit des organisations d'ailleurs de type mafieuse ou des organisations étatiques, donc qui sont des accès illégaux, des accès qui sont réalisés, qui sont illégitimes sur des données sensibles et stratégiques, mais qui sont totalement légaux. Parce que quand les États-Unis, les agences de renseignement, notamment la NSA, accèdent à des données qui sont portées par des acteurs américains au titre notamment de la fameuse section 702 du Foreign Intelligence Surveillance Act, dénoncée par ailleurs le 16 juillet 2020 dans son arrêt par la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé le Privacy Shield, cette section 702 du FISA permet de manière tout à fait légale d'aller de faire de la collecte massive a priori et sans mandat judiciaire de toutes les données qui sont celles des non-US personnes, donc des entreprises étrangères, dès lors qu'elles sont portées sur des plateformes qui relèvent de la législation américaine. Et c'est légal. C'est légal. Au moins, ils sont transparents. Ah, ça, c'est transparent. Ça, on ne peut pas reprocher. Alors, peut-être rapidement, Philippe, vous avez commencé à en parler, mais on parlait des attentes des entreprises. Comment est-ce que Outscale y répond aux attentes des entreprises, mais aussi des acteurs publics? Donc, ce que je décrivais tout à l'heure, notre accord et développement avec NewSpot aujourd'hui nous permet, et avec notre marketplace, d'offrir une solution qui est complète, qui est tout à fait complémentaire une fois de plus par rapport à des solutions hyperscalers. Donc on est tout à fait capable de gérer, Guillaume vient de le préciser, il y a un certain nombre d'applications qui sont aujourd'hui opérées dans
environnement Outscale et Sacrum Cloud. Donc on n'a pas de problème. Il est évident que les catalogues de services ne sont pas comparables et on peut faire des choses merveilleuses sur des infrastructures on-premise, sur des hyperscalers et chez Outscale, mais c'est complètement différent. On se concentre, nous, sur quelques sujets sur lesquels Arnaud va y revenir dans quelques instants pour expliquer justement en quoi on répond aux attentes de nos clients dans le domaine du service public, dans le domaine de la santé, mais aussi de plus en plus dans le domaine des entreprises privées, et notamment dans l'IA, parce qu'aujourd'hui dans l'IA, on y reviendra après, un certain nombre d'entreprises ont compris que de confier l'ensemble de leurs solutions IA de bout en bout à des Américains apporte, je dirais, avec ce que vient de dire Henri, une exposition forte et sérieuse, notamment, une fois de plus, pour cette intelligence économique. Oui, sur ce sujet, ce qui est important, c'est qu'il faut bien traiter le continuum IA, data et intelligence artificielle et cloud, parce que sinon, on est dans une situation de dépendance croissante. Alors, on y reviendra dans un instant avec vous, Philippe, sur ce sujet d'IA, on va dire souverain, sécurisé aussi. Guillaume, parlons des cas d'usage. Qu'est-ce que vous hébergez aujourd'hui sur Outscale ? Donc, un des métiers de Docapost, c'est de faire des grosses plateformes pour des clients. Donc la marque Docapost n'apparaît pas, mais vous serez surpris de voir tous les trucs que l'on porte. Et donc on développe les plateformes et très souvent on les opère également au profit de nos clients. Ça fait partie de notre business model. Et pour prendre juste un exemple, porté sur NumSquad à Outscale, on a traité il y a quelques mois le cas de Maison France Service. Donc Maison France Service, vous savez, c'est ce qui permet de garder dans les territoires un accès à des services publics. Le système d'information de Maison France Service avait été construit sur des systèmes dits legacy, c'est la manière polie de dire des systèmes à l'ancienne, et on nous a confié le soin de faire évoluer ces systèmes. Et la première étape à cette évolution, ça a été de prendre le système là où il était et de le porter sur Outscale. De ma courte expérience dans le secteur privé, j'ai appris à me méfier de ces opérations de lift and shift, parce que c'est très joli sur le papier, on voit très bien l'image, en pratique c'est compliqué. C'est exactement ce qu'on a fait, c'est ce qui s'est très bien passé, et d'ailleurs personne ne s'en est rendu compte, ce qui est le summum de la reconnaissance pour des gens qui développent des plateformes numériques probablement. Et donc voilà, aujourd'hui c'est posé sur Outscale. On va travailler de plus en plus avec NumSpot pour bénéficier des services managés que ça apporte, et ça nous permet maintenant de travailler vraiment à l'évolution de ce système d'information pour rajouter de nouvelles fonctionnalités. Voilà, on est dans un domaine à la fois de confort pour le développement, de sécurité, d'efficacité, qui nous permet de vraiment faire évoluer un système qui était un peu bloqué là où il se trouvait. Et aujourd'hui, la politique interne du développement de plateforme chez Docapost est de systématiquement développer en techno-cloud. Ça peut paraître une évidence, mais enfin, ça fait pas 50 ans que c'est le cas. Et l'idée, c'est de garder cette capacité, exactement comme le disait Philippe, de pouvoir choisir le bon cloud, la bonne offre. Alors, on est très souvent évidemment sur des offres de confiance, ça va sans dire, mais parfois c'est dans du cloud interne que l'on va garder nous-mêmes l'exploitation de ces structures. Parfois on va passer évidemment par NumSquad et Outscale. Parfois on peut passer par d'autres clouders français, on ne se l'interdit pas. En tout cas, il faut garder cette agilité et bien montrer que c'est faisable. C'est pas, je reviens complètement. On entend plein de critiques, dont certaines sont totalement illégitimes, notamment des critiques qui en gros reviennent à dire non mais de toute manière les Français, les Européens, vous savez pas faire. C'est faux, c'est faux. Il y a des tas de systèmes très sérieux qui fonctionnent très bien, qui aujourd'hui, et les offres internes de Dassault Systèmes en sont un très bel exemple, fonctionnent sur des clouds maîtrisés de confiance que l'on peut qualifier de souverains. Alors vous avez aussi chez Docapost une ambition de développer l'offre française de l'identité numérique sécurisée. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, on a 3 métiers. On a un métier de conseil, qui va de la transformation numérique jusqu'à l'intelligence artificielle. Donc on accompagne nos clients dans ces évolutions, avec toujours cette petite touche de confiance, de sécurité qui nous distingue.
On a le travail de développement de plateformes et d'exploitation de ces plateformes, et puis on est éditeur logiciel. Et parmi les briques logicielles que l'on développe, il y a tout ce qui concerne la confiance numérique. L'identité numérique, ça fait partie de la confiance numérique. C'est une des briques essentielles. Sans ça, on ne peut pas faire de la confiance numérique. C'est évidemment pas suffisant. C'est nécessaire, mais pas suffisant. De même qu'on fait de la signature, on fait de l'archivage. Voilà, toutes les briques numériques qui ensuite peuvent être assemblées pour faire des systèmes de confiance de bout en bout jusqu'à l'hébergement sont développés. L'identité numérique, ça en fait partie. L'État développe une identité numérique basée sur la nouvelle carte nationale d'identité électronique. Et c'est génial. Moi, j'ai longtemps milité pour ça parce que je pense que c'est absolument nécessaire si on veut créer de la confiance du citoyen dans les systèmes numériques, que quelque part, il puisse y être en sécurité et que son identité ne puisse pas être volée. La Poste a développé depuis des années un système d'identité numérique qui a notamment été utilisé pour sécuriser des systèmes comme le CPF, le compte personnel de formation, qui était largement fraudé avant parce que très peu sécurisé. Vous le savez, les logins mots de passe, c'est quelque chose qui s'usurpe très bien. Voilà. Ça, c'est l'avenir proche, c'est de systématiquement sécuriser les démarches publiques, mais les démarches privées vont suivre forcément, de manière à ce que ce vol d'identité et ces usurpations d'identité, qui sont un vrai fléau aujourd'hui, en termes de confiance, en termes économiques, c'est une catastrophe, que ces fléaux disparaissent. Et là, pour le coup, on tape un peu sur l'Europe pour sa pusillanimité dans le domaine du cloud. Je partage l'avis. Cette question de développement de l'identité numérique à l'échelle européenne, de développement des wallets, vous entendrez beaucoup parler des wallets dans les années à venir, de ces nouveaux usages numériques, c'est quelque chose qui va transformer la vie au bon sens du terme pour les citoyens européens. Merci beaucoup. Alors, on arrive presque à la fin de cette table ronde, mais on ne peut pas parler depuis le début de cette table ronde de data, de données, de big, de IA. On parle énormément du coup de données. On ne peut pas ne pas évoquer les questions environnementales. Rapidement, au SIGREF, vous avez créé un référentiel donc pour le cloud de confiance, mais aussi pour les questions environnementales. Pourquoi l'avoir créé? Comment est-ce que vous l'avez construit et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors effectivement, et nous avons commencé à travailler sur ce référentiel en 2019 avec beaucoup d'acteurs, notamment on avait consulté les clouders français pour savoir comment est-ce qu'on pouvait faire. En fait, nous sommes partis du point de vue des utilisateurs. Vous-même, comment vous exprimez en tant qu'utilisateur et vos critères de la confiance dans une offre cloud. Et donc, il y a 4 axes sur lesquels on a développé ces critères de la confiance. C'est la cybersécurité, c'est la maîtrise de la dépendance vis-à-vis de son fournisseur de services cloud, c'est la maîtrise également vis-à-vis des législations non européennes à portée extraterritoriale. Et enfin, c'est un 4e axe qu'on a rajouté ultérieurement, parce que c'est une préoccupation qui grimpe, c'est celle de la maîtrise de l'empreinte environnementale des services cloud. Et c'est désormais, cette maîtrise de l'empreinte environnementale des services cloud, un élément essentiel de la confiance des utilisateurs vis-à-vis de leurs fournisseurs. Et on a transformé, on l'a publié, je crois, au mois de avril, mai, c'est disponible sur notre site, donc ce référentiel. Mais également, on a transformé ce référentiel en cahier de clauses techniques générique. Et il est associé à une grille d'analyse des offres qui est totalement disponible en source ouverte sur le site web du SIGREF. Merci beaucoup. Brièvement, pour finir, parce qu'on va développer ce thème du RSE. Le 26 septembre, il y a quelque chose, Henri. Oui, bien sûr, mais tu as raison. Le 26 septembre, nous organisons à Bruxelles un événement au Comité économique et social de l'Union européenne pour militer en faveur de la réintroduction du niveau I+, dans le UCS, c'est-à-dire ce niveau qui intègre des garanties vis-à-vis des législations non européennes à portée extraterritoriale, que ce soit bien sûr la section 702 du FISA aux États-Unis, mais également la loi du renseignement national chinoise du 28 juin 2017, qui est exactement le décalque en Chine. Quand vous êtes chez un opérateur chinois, vous avez les mêmes enjeux de maîtrise de la confidentialité de vos données sensibles et stratégiques.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment pour votre éclairage, pour toutes vos explications. On arrive donc à la fin de cette table ronde. Peut-être brièvement, vous vouliez intervenir sur les questions RSE. Je vous posais la question hier, est-ce qu'on peut dire que Outscale est une entreprise éco-responsable by design? On est effectivement éco-responsable par design. Ça, on démontre tous les jours à nos clients que passer de infrastructure on-premise chez un clouder, vous optimisez donc évidemment, mais je pense qu'on va y venir dans quelques instants. La partie RSE pour nous est complètement fondamentale d'un point de vue énergétique parce qu'il y a un problème d'optimiser nos capacités énergétiques en termes de coûts et de puissance, parce que ça c'est la base en tout cas de notre métier. L'économie circulaire pour nous est évidemment importante, c'est-à-dire de pouvoir réutiliser le maximum nos infrastructures, et donc là aussi on a mis en place un nombre de choses. Et puis pour les collaborateurs d'Outscale, aujourd'hui la partie RSE est aussi fondamentale, donc on va avoir en détail ça par Olivia dans quelques minutes. Absolument, mais merci beaucoup, merci pour vos explications, on peut les applaudir. Merci.